Sud Radio Rugby, Cyprien Bétou. Vous êtes bien sur Sud Radio, la radio du rugby. On vient de vivre ensemble la victoire, la large victoire française face à l'Australie. 48-33, 7 essais à 5 au Stade de France avec Daniel Herrero et François Trio. Tout de suite, on va pas perdre de temps, on va vous demander vos réactions et on est avec Maxime, supporter du 15 de France sur Sud Radio. Bonsoir Maxime. Bonsoir Cyprien, comment vas-tu ? Ça va. Et toi, alors Maxime, est-ce que tu as le sourire ? Est-ce que tu es content après cette victoire du 15 de France ? Je suis toujours content quand le 15 de France gagne. Après, effectivement, comme disait Daniel, c'est un bilan un petit peu mitigé de la soirée, de la tournée en général. Ouais, toi, qu'est-ce que tu retiens particulièrement ce soir ? 7 essais marqués, mais également 5 encaissés. Ça veut dire, ça montre aussi une certaine fragilité du côté tricolore. Ouais, beaucoup trop d'essais facilement encaissés, des fautes de main, un début de match catastrophique, rappelons un chat en chat, qui nous a pas mis dans le bien pour le match, mais après des individualités très cool et des têtes sympas à voir pour le futur, si on est possible. Dans les têtes à voir dans le futur, tu penses notamment à Calvin Gourg, le centre toulousain qui a, on va pas se mentir, flambé pour sa première, 15 minutes à peu près de temps de jeu, une grande percée et cette longue passe pour le deuxième essai de Louis Biel-Biarré. C'est le genre de joueur qui t'enthousiasme et qui te donne envie peut-être de voir un peu plus de jeunesse au sein de ce 15 de France ? Ouais, totalement. C'était, je pense, le joueur le plus attendu aujourd'hui. Il nous a pas fait mentir sur ses qualités, sur son début de saison à Toulouse. Je pense aussi notamment à Deporter qui commence à prendre beaucoup de place. Là, il est à 4 essais en 2 matchs. Ouais, c'est ça, exactement. Donc des bonnes choses pour l'avenir, mais encore trop de choses à gommer, quoi. Ouais, dans les choses à gommer, tu l'as parlé de la défense, mais il y a des stats qui ne mentent pas. Ce sont les plaquages manqués, 126 plaquages tentés par les Français, 22 plaquages manqués. Ça donne un pourcentage de 85% de réussi. C'est quand même pas acceptable à ce niveau-là, Maxime. Comment on explique ce manque ce trou d'air un peu en défensif depuis maintenant quelques matchs ? C'était déjà le cas contre l'Afrique du Sud et les Fidji. C'est vrai que je ne saurais pas trop l'expliquer par rapport à ça, mais beaucoup trop de lacunes. On perd un peu de plaisir à regarder l'équipe de France comparé à certains matchs pas très loin dans le temps, mais où on n'est plus aussi fort sur des phases de jeu comme ça. Donc c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. À noter que Charles Olivon, le troisième ligne, a dû sortir assez vite de la rencontre suite à une commotion, évidemment, et c'est remplacé par Oscar Gégou. Est-ce que toi, si tu avais un top joueur à mettre dans ce soir, ce serait qui le top joueur du match selon toi ? Louis Biel-Biarré s'est bien rattrapé par rapport au début de tournée un peu bof qu'il avait fait aujourd'hui. Il met pas mal de vivacité, mais je pense que ça va être plutôt derrière parce que c'est là où on a été performant et je dirais Deporter pour ce match. Deporter sur ce match. Toi, du coup, là, est-ce que tu es inquiet avant le tournoi destination qui commencera le jeudi 5 février à 21h contre, si je me trompe pas, contre l'Irlande ? Est-ce que tu es inquiet à la sortie de cette tournée où tu te dis, bon, on est encore en construction, il y a des joueurs blessés qui vont revenir, il y a des choses qui vont se mettre en place, ou alors tu te dis, ah putain, on gagne le dernier tournoi destination et là, il nous manque peut-être pas mal de choses. On voit pas la même phase de l'équipe de France en tournoi destination qu'en tournée. Je sais pas mentalement comment on l'aborde. Après, on a toujours, sur ces dernières années, été plus que très respectable sur le tournoi destination. On va rentrer dans une année où on accueille notamment l'Irlande et l'Angleterre, donc c'est censé être une bonne année pour l'équipe de France. Au vu des tournées des équipes de l'hémisphère nord, je suis plus inquiet par un match par exemple contre l'Angleterre que contre l'Irlande, surtout au vu de leur match de cet après-midi. Ouais, ils se sont inclinés contre l'Afrique du Sud 24-13 du côté de Dublin. Mais pas inquiet et hâte justement du tournoi destination pour voir les leçons qu'on a tirées de cette tournée. Bon, toi, je sais que t'es un amateur, t'es même joueur de rugby et d'ailleurs match demain du rugby club de Vincennes contre le Creusot. Mais Maxime, avant de te laisser, est-ce que tu as
c'est quoi la sensation de cette tournée? Est-ce que le style de jeu proposé par Fabien Galtier, la dépossession, la grosse défense, l'occupation, chose qu'on n'a pas bien faite, on a la sensation sur ces 3 matchs. Est-ce que c'est quelque chose qui nous correspond, ou alors il faut peut-être plus de liberté et laisser parler nos jeunes joueurs remplis de fougue et de talent? Je pense que beaucoup d'équipes commencent à comprendre comment on joue, donc il va peut-être falloir qu'on réfléchisse à s'adapter à comment on s'adapte à nous. Donc c'est vrai que être beaucoup plus performant sur les ballons aériens, ça s'est encore ressenti, ça nous a fait défaut ces dernières années. On a essayé de travailler dessus, mais on n'est pas encore très performant. Donc peut-être une stratégie de laisser place à la fougue de la jeunesse pour préparer 2027 comme il se doit. Ouais, comme il se doit, Coupe du Monde qui aura lieu en Australie. Maxime, reste là 30 secondes. J'accueille Thibaut également. Alors lui, Thibaut, il est pas dans le froid parisien comme toi, Maxime. Il est plutôt dans, alors c'est pas non plus la grande chaleur, Thibaut, du côté de Sydney, mais il fait plutôt bon. Français vivant en Australie. Quelle est ta première sensation, Thibaut, à l'issue de cette rencontre? C'était dur en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, c'était un peu plus facile et soulagé en fait, surtout après ne pas avoir battu l'Afrique du Sud. C'était bien de battre l'Australie et voilà, donc très content. Et c'est malheureux aussi pour mon petit pays d'adoption, mais bon, je pense qu'ils seront un peu meilleurs l'année prochaine. Ce que disait Maxime, c'est que même si les Français gagnent, les Australiens, c'est bizarre, mais laissent une sensation d'avoir un peu plus joué au rugby ce soir que les tricolores. Ouais, c'était leur dernier match et ils sont bien défendus quand même. C'est juste dommage qu'ils aient fait 2-3 erreurs, pas pris les points quand il fallait les prendre, et donc c'est dommage pour eux. Mais bon, je pense que ça aurait pu être pire, et ils ont bien joué, surtout après leur défaite contre l'Angleterre et l'Irlande. Je libère Maxime. Thibaut, je te garde encore quelques instants. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été sur Sud Radio pour réagir à cette victoire française face à l'Australie, et bon repos avant le match ô combien important demain face au Creusot, Maxime. Bien, bonne soirée. Merci beaucoup, Maxime, à très vite sur Sud Radio. Thibaut, toi, on en a parlé un peu à l'avant-match. Le rugby australien, le rugby à 15 australien, c'est pas le sport le numéro 1 en Australie. Malgré tout, on a vu quand même des belles choses dans le jeu australien. Qui est-ce qui se dit là rapidement après cette rencontre sur la presse locale, sur les réseaux australiens, après cette nouvelle défaite lors de la tournée de novembre? Je regarde les consultants qui sont assez déçus. On dirait qu'ils vont à l'enterrement quand même. Mais 3 défaites de suite, c'est lourd quand même pour le rugby australien. Ouais. C'est rare. Pour une fois, ils se plaignent pas de l'arbitre, donc c'est déjà pas mal. Mais il y a quand même des bonnes choses. Même s'ils ont gagné que 5 matchs cette année, ils ont surtout pas battu une équipe destination. Donc c'est pas terrible. Ils ont juste battu les Fidji, les Lions et l'Argentine et le Japon. Donc il y a beaucoup de travail. Ils espèrent que le nouveau coach l'année prochaine, quand il va prendre en charge l'équipe pour les tests de juin, va apporter quelque chose en plus, peut-être quelques nouveaux joueurs. Et surtout, ils ont surtout besoin d'un numéro 10. Je pense que les spécialistes comme Jean-Baptiste Elissal peut confirmer, quand on n'a pas un bon numéro 10, surtout comme celui qui a joué ce soir, c'est difficile de faire quelque chose. Ouais, par contre, vous avez quand même quelques individualités assez intéressantes, notamment le pilier Angus Bell qui a mis une percée monstrueuse de cette 3e ligne assez pénible à jouer, dur au mal avec Wilson ou assez gratteur également, et puis ce centre qui vient du rugby à 13. Il y a quelques individualités, il manque peut-être un peu de lien entre toutes ces individualités pour que ça fasse un collectif. Tu crois que ça peut prendre d'ici la Coupe du Monde, ou ils partent de trop loin, les Australiens? Non. Je pense que l'année prochaine, avec un bon Super Rugby et le nouvel entraîneur, je pense qu'il va pouvoir mettre en place une bonne charnière. Et comme tu l'as dit, il y a une grosse 3e ligne, il y a des bons joueurs au centre. Il faut juste un peu de lien au milieu, et je pense qu'ils pourront faire quelque chose dans la tournée de juin contre la France, l'Irlande et l'Italie aussi, je crois. Donc ça sera pas mal. Ouais. Moi, j'y crois.
Bah oui, et puis surtout tu seras sur place pour vivre cette Coupe du Monde, évidemment qu'on vous fera vivre sur Sud Radio donc en 2027. Thibaut, juste dernière question sur l'Australie avant de passer sur l'équipe de France. 3 pénalités en première mi-temps, 10 en deuxième mi-temps. Cette sensation, c'est pas la première fois que les Australiens nous la donnent. C'est-à-dire ils sont au coude à coude sur 40, 50 ou même 60 minutes et puis derrière on a la sensation que ça se délite, que la profondeur de banc n'existe pas et que du coup ça permet pas forcément de remporter les matchs. La seule fois où c'était un peu l'inverse, c'était en Afrique du Sud, contre l'Afrique du Sud, où ils avaient mis 33 points en deuxième mi-temps. Mais sinon cette sensation là elle est vraiment persistante. Les joueurs doivent être tellement frustrés à la sortie des matchs à chaque fois. Ça se rapproche de ce qu'un peu disaient les consultants au début. Il n'y a pas de profondeur et avec 4 équipes professionnelles, il n'y a pas forcément les joueurs qui peuvent en deuxième mi-temps ou quand ils rentrent pouvoir permettre de garder le même niveau qu'au début du match, et ils ont tendance en fait à beaucoup s'effondrer dans les 60 minutes, à la 60e, surtout quand ils sont derrière au score en fait. Ils n'ont pas forcément les ressources, et les matchs de Super Rugby, c'est pas des matchs de Coupe d'Europe, donc forcément c'est un peu différent dans la gestion et surtout dans l'intensité dans les 20 dernières minutes. Ouais, Thibaut, juste avant de poser une ou deux questions sur l'équipe de France, toi tu es en Australie depuis combien de temps? Toi tu fais quoi en Australie? Comment tu t'es retrouvé là-bas? C'est aussi ça qui nous intéresse, parce que là je t'avoue qu'il fait 0 degré à Paris, t'es à Sydney, tu commences ta journée, ton dimanche matin, je vais pas te mentir, ça me fait un peu rêver, donc raconte-moi un peu ton parcours là. Les aléas de la vie, je suis parti, j'ai rencontré ma femme et tout s'est fait là-bas, et je travaille pour la compagnie australienne Qantas aussi, et je suis un ancien joueur et je suis arbitre maintenant. Ok, et voilà. Ancien joueur professionnel? Non. Ah, attention, je sais pas moi. Non. Joueur très amateur et voilà. Arbitre maintenant du coup. Et arbitre, donc j'y suis depuis 2012. Ah oui, d'accord. Ok, donc ça fait maintenant plus de 13 ans que tu y es. Et arbitre, du coup, tu arbitres rugby à 13, rugby à 15? Non, que le rugby à 15. Que rugby à 15. Et du coup, qu'est-ce que tu vois au quotidien parce que du coup, c'est plutôt un niveau amateur que tu arbitres, je suppose. Qu'est-ce que tu vois dans ce rugby amateur australien? Est-ce que tu vois des joueurs remplis de talent, mais on va dire ils n'ont pas vraiment envie de se faire mal, ou alors, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas le sport numéro 1, et donc du coup, même dans les niveaux amateurs, il n'y a pas forcément un niveau assez dingue. Si, il y a beaucoup de bons joueurs, surtout au niveau scolaire, dans les écoles privées. Mais quand il arrive 18 ans et qu'il faut choisir entre un contrat à 13 et être semi-pro à 15, la décision elle est vite faite. Alors, et tu peux gagner beaucoup d'argent à 18 ans dans un centre de formation de rugby à 13 plutôt que d'aller dans une il n'y a même pas d'académie en fait dans le Super Rugby, donc c'est très difficile. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas comme en France où il y a des centres de formation, par exemple le centre de formation de Toulousain, Rochelet, parisien, et ce sont des études donc en fac, et ensuite il n'y a pas dans les provinces du Super Rugby n'ont pas de centre de formation qui font monter les jeunes avec un championnat uniquement dédié aux jeunes, c'est ça hein? Non, exactement. Donc, si tu es un très bon joueur et que tu as le choix entre gagner un contrat dans une équipe de rugby à 13 ou de toucher 0 pour aller dans la réserve des Waratahs, tu fais vite le choix en fait. Ouais. Et voilà, c'est ce qui s'est passé avec le centre Joseph Suwali qui est parti jouer à 13 parce qu'il n'avait pas de contrat avec les Waratahs, et que 3 ans après, le Rugby Australie l'a rappelé. Et donc voilà, mais bon, ils ont payé le plus cher puisqu'ils le payent à plus d'1 million de dollars par an, alors qu'ils auraient pu l'avoir peut-être à la sortie de l'école pour 150 000. On en parlait tout à l'heure, beaucoup de choses ont changé ces dernières années dans les instances australiennes et dans la direction sportive qui veulent donner à la sélection des Wallabies. Thibaut, du coup, ton cœur a balancé durant cette rencontre. Niveau tricolore, c'est qui l'homme que tu as particulièrement apprécié ce soir du côté du 15 de France? Thibaut Flamand, parce qu'on partage le même prénom et on n'est pas beaucoup, mais j'aime bien. Ah oui, donc ça s'appelle du chauvinisme là. T'es bien français, ça me rassure. C'est bon, t'es bien français du coup.
J'aime bien Nicolas Deporter. Ouais. Je pense qu'il a de la classe et il a des jambes et bien sûr Louis Bielbiarré aussi. Donc Nicolas Deporter qui a mis 4 essais en 2 matchs, qui a même été élu homme du match ce soir. Tu as du nez. En effet, cette équipe, il y a des jeunes talents. Qu'est-ce qui manque selon toi au 15 de France pour proposer un jeu plus total, plus plaisant peut-être pour gagner plus de matchs? Un peu de confiance et je pense que tout ira bien. Et Antoine Dupont. Et Antoine Dupont qui risque de revenir pour la tournée de novembre. Juste avant de te laisser, Thibaut, Quentin Barbaza a évidemment une oreille partout. Vous pouvez retrouver tout son travail sur les différents réseaux sociaux. Le brillant Quentin Barbaza. Quentin, tu as écouté Fabien Galtier qui a réagi au micro du diffuseur TF1 et qui a réagi sur cette victoire et également sur un peu cette tournée. Sur le bilan de la tournée, exactement. Il est plus lucide, là. On le sent un peu plus soulagé quand même, Fabien Galtier, sur cette performance ce soir. Il a eu des mots forts quand même. Il a dit on n'est pas au même niveau qu'il y a 4 ans, on est moins solide, un peu moins homogène que la dernière fois. Il fait référence notamment à cette période où on avait fait 14 victoires et qui nous était amené jusqu'à cette Coupe du Monde qu'on avait perdue en quart de finale face au Sudaf. Bon là, il sait qu'on est un peu moins bien, mais il a pas mal d'optimisme, notamment après la performance de Calvin Gourg. Il a pas mal insisté sur le centre toulousain et puis sur Nicolas Deporter, les 2 centres qui ont fait une belle entrée et un gros match. De toute façon, Fabien Galtier qui réagira en plus du diffuseur également en conférence de presse. Assez d'accord avec l'analyse du sélectionneur. On est moins solide, mais il faut appuyer sur la jeunesse. T'en as parlé, évidemment, de Nicolas Deporter, Thibaut. Non, tout à fait. Je pense que Deporter, Gaëton et les 3 quarts de Pau comme Assis, Théo aussi. Je pense qu'il y a quand même un bon réservoir pour permettre de faire quelque chose dans le tournoi Destination s'il n'y a pas trop de blessures après les Coupes d'Europe. Aussi en janvier. Ouais, ça va être intéressant à surveiller. Thibaut, dernière question. Pour toi, le joueur tricolore de cette tournée, alors je rappelle une défaite contre l'Afrique du Sud, une victoire contre les Fidji et une nouvelle victoire ce soir contre l'Australie. Le joueur pour toi qui a, on va dire, qui a surnagé et brillé durant cette tournée de novembre? Je pense LBB, Louis Bielbiarré. Ouais, Louis Bielbiarré qui est flamboyant, qui a marqué encore un essai assez dingue, petit coup de pied par-dessus, crochet sur son dernier défenseur et une pointe de vitesse assez faramineuse pour l'ailier bordelais. Merci beaucoup Thibaut d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Évidemment, tu nous écoutes demain au cœur de la mêlée, on va revenir sur cette victoire. Le podcast, la 3e mi-temps à partir de lundi également. Et puis bonne journée, bon dimanche du côté de Sydney. Et puis bon week-end. Merci. Ouais, merci dans le soleil australien. On se retrouvera évidemment en 2027 en Australie pour la Coupe du Monde et même avant sur Sud Radio. Merci beaucoup Thibaut. Quentin Barbaza est toujours avec moi. Je suis pas tout seul, je suis avec Maxime également à la réalisation. Oui, Maxime qui a fait une sorte de marathon de rugby aujourd'hui pour son plus grand plaisir. Effectivement, mon plus grand plaisir, ça faisait un moment que j'avais pas été avec vous. Et je suis très heureux de vous retrouver. Et on a reçu des messages, une tonne de messages d'auditeurs de Sud Radio en disant c'est bien mieux réalisé que Quentin Cabanis. Voilà, je tenais ça sera répété, amplifié. Mais bien sûr, je tenais à le préciser quand même, c'était important de le dire. Quentin Cabanis qui sera de retour dès le week-end prochain. Lundi dans le podcast, non ? Lundi dans le podcast, 3e mi-temps. Et sinon, à partir du week-end prochain, sur Sud Radio pour la Pro D2 et le Top 14. Quentin Barbaza, Fabien Galtier, tu as cité ses propos. C'est rare qu'il appuie sur des individualités. Fabien Galtier, généralement, fait plutôt corps, parle d'équipe. Là, il cite des joueurs. Ça montre que certains ont marqué des points, notamment Nicolas Deporter et Calvin Gourg. Mais je pense surtout Calvin Gourg, parce que je pense que dans sa composition d'équipe, déjà, il avait envie de le mettre. Il aurait très bien pu mettre Fabien Broboiry ou Emilien Gaëton, qu'il a renvoyé à Pau ce week-end. S'il avait envie de mettre Calvin Gourg, c'est parce qu'il sentait qu'il avait peut-être cette capacité, cette force physique on l'a vu percer là sur cette action où il va donner l'essai pour Bielbiarré. On a vu Calvin Gourg faire ça, et donc Fabien Galtier, il avait envie justement de le mettre titulaire, et ce choix lui donne raison. C'est pour ça qu'il a insisté sur lui qui aime aussi appuyer sur son vivier, Baptiste Jonot, et puis bien sûr Calvin Gourg, que je pense qu'on reverra. Il a marqué des points, et puis il y a ce tournoi qui va arriver assez vite. Je pense qu'il a marqué des points pour être un Marcoussis, et on le reverra. Évidemment, on le reverra déjà sous le maillot toulousain prochainement. Fabien Galtier a également parlé de cette différence de solidité.
comment on doit le prendre, de la lucidité, de la franchise, mais également une sorte de régression pour le 15 de France quelque part aussi. Je pense qu'il accepte. Il a été un peu mis sous pression pendant toute cette tournée par sa communication. Il a été critiqué. Là, ça y est, c'est fini. On peut souffler. On a gagné le match qu'il fallait. On a marqué 7 essais, plutôt convaincant quand même avec une bonne deuxième mi-temps. Non, Fabien Galtier, il est revenu un peu à la normale. Il a remis les lunettes en face des trous. Il a les yeux en face des trous. Il a enlevé la neige qui est tombée sur le Stade de France sur ses verres de lunettes, ouais. Et du coup, il a une analyse un peu plus compréhensive et compréhensible par tout le monde. Donc je pense que non, il a raison sur cette. Mais ça montre qu'il n'est pas non plus déconnecté, chose qu'on pouvait penser ces derniers temps avec certains discours d'après-match et de semaine. Là, ça nous rassure sur le fait qu'il est quand même assez lucide. Oui, c'est lucide. Il fait la même analyse que la plupart des supporters. Maintenant, à voir, comme il a dit, on est moins solide, on est moins homogène, on a moins de sérénité sur notre jeu défensif, sur notre jeu d'avant. Mais en tout cas, les Bleus, ils ont quand même rassuré et réchauffé nos cœurs. Eux qui ont eu froid sur le terrain, les supporters qui ont eu froid dans les tribunes, ils les ont réchauffés un petit peu. Exactement. Le Stade de France qui a chanté à gorge déployée. Je vous rappelle que donc c'était le dernier match des tests de novembre de l'équipe de France. Victoire contre l'Australie 48-33. Dans les autres matchs internationaux de la journée, victoire du Japon en Géorgie 25-23, victoire de la Nouvelle-Zélande 52-26 contre le Pays de Galles, victoire également de l'Afrique du Sud contre l'Irlande 24-13, victoire de l'Italie 34-19 face au Chili, et donc cette victoire française 48-33. Demain il y reste 2 matchs, Angleterre, Argentine et Écosse, Tonga. À noter que la semaine prochaine l'Afrique du Sud aura un dernier match des tests de novembre qui, ils le prolongent jusqu'au bout. Ce sera contre le Pays de Galles. Mais comme le rugby ne fait rien comme les autres sports, il y avait évidemment une 10e journée de top 14. Ça a commencé hier soir avec un succès de prestige de la section paloise contre l'Union Bordeaux-Bègles. D'ailleurs, Sébastien Piccoroni, le manager palois, était fier de ses joueurs. Très fier de mes joueurs aujourd'hui. Pas la première fois que je te dis que je suis convaincu de l'effectif que j'ai à ma disposition. C'est pas la première fois que je te dis que mes joueurs travaillent bien. C'est pas la première fois que je te dis que mon staff travaille bien. J'y crois très fort. Tu sais que je suis têtu et que j'y crois très fort. Et aujourd'hui, pour moi, c'est hyper valorisant pour le travail qu'ils ont fait depuis un paquet de temps. Je pourrais dire plusieurs années. Et particulièrement depuis la trêve. En effet, victoire avant la trêve qui se terminera la semaine prochaine avec un deuxième match de top 14. Aujourd'hui, c'est le Loup qui s'est rassuré à domicile avec une victoire bonifiée 43-24 face à Clermont. Des Clermontois entraînés par Christophe Urios qui l'admet, ils ont été largement emportés. Il le dit au micro de Pierre Amiche. On n'a pas été à la hauteur notamment de cet engagement en début de match, c'est évident. Après on a réussi à s'y remettre, on a pu les faire douter à un moment donné, mais pas assez, parce que pas assez consistant défensivement, pas assez consistant sur notre jeu, pas assez consistant sur notre conquête. Tu te rends compte que quand même, premier main tu te fais transporter, le premier mol tu te fais emporter, on lance le match. Donc quand tu as une équipe en face de toi qui a besoin absolument de gagner et qui peut douter, tu joues avec Lyon en fait, quoi. C'est ça qui m'agace, quoi. Voilà, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça pour Christophe Urios, lourde défaite des Clermontois à l'extérieur. Victoire importante des Castrés du côté de La Rochelle, 19 pour les Castrés, 17 pour les Rochelais. Autre succès de prestige des Toulousains face à Montauban, 49-7 du côté de Sapiac. Défaite de Perpignan, pas à domicile, mais du côté de Béziers parce que le match a été délocalisé, 28-0 par les Montpelliérains. Et autre succès bonifié, c'est celui du Racing 92 face à Bayonne, des Bayonnais qui ont largement été dominés en deuxième mi-temps, comme le reconnaît le capitaine Arthur Uturia au micro de Clément Combe. Très frustré pour une fois à l'extérieur, on était à peu près dans ce qu'on voulait, même si la première mi-temps, malgré le score, je pense qu'on a été trop fragile défensivement et sur la discipline.
parce qu'on leur a laissé énormément de points. Je pense qu'on aurait pu être un peu plus à l'aise au niveau du score. Puis comme tu le dis, la frustration de la seconde mi-temps parce qu'on rate le coach sur encore un petit peu de discipline, mais surtout la conquête qui est pas bonne. On espère beaucoup de choses, on a envie d'aller quelque part cette année, mais on se donne pas les moyens encore totalement, je pense, d'y arriver. Ouais, on se donne pas les moyens totalement d'y arriver. Cette défaite à l'extérieur des Bayonnais, victoire donc du Racing 92. Toulouse en tête avec 2 points d'avance sur Pau, devant Toulon qui a un match en retard parce que demain la 10e journée se terminera sur Sud Radio à partir de 21h. Stade Français, RCT du côté de Jean-Bouin, match important pour les Toulonnais mais également pour les Parisiens qui pourraient se relancer dans la course au top 6. Autre rendez-vous demain à noter, c'est au cœur de la mêlée, 18h 19h avec François Trio, Philippe Spanghero et Jean-Baptiste Elissalde. Ils recevront notamment Blair Connor, l'ancien ailier australien de l'Union Bordeaux-Bègles resté en France, et puis on aura évidemment d'autres invités, notamment un invité top 14. Tous ces rendez-vous sont à retrouver sur Sud Radio, sudradio.fr et l'application Sud Radio. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux. Quentin Barbaza, l'excellent Quentin, est à côté de moi et n'arrête pas d'alimenter tous les réseaux sociaux pour avoir toutes les dernières infos. Merci Maxime. Merci à vous. Merci Quentin. Quelle belle journée. Avec grand journée rugby comme on les aime sur Sud Radio. Ça reprend demain et même le week-end prochain. D'ici là, restez bien sur Sud Radio. Dans un instant, nous avons quoi, Maxime ? Parlons femmes avec Judith Belair. Et voilà, Maxime, il est au courant de tout. C'est simple, c'est lui qui fait la radio. Merci messieurs, très bonne soirée et à très vite sur Sud Radio.